En RDC, les militaires sont accusés d'être les premiers responsables de violations des droits de l'homme dans les zones en conflit. C'est un rapport du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme dans ce pays. Le parti au pouvoir à Madagascar et l'opposition qui exigent dans la rue le départ du président Eri ont entamé des discussions objectives, tenter de trouver une issue à la crise politique qui secoue le pays depuis samedi. Au Nigeria, le Parlement a convoqué le président Muhammadu Buhari afin qu'il s'explique sur les mesures prises pour enrayer la violence grandissante dans les États du centre du pays après une série de meurtres. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur site en République démocratique du Congo. Les militaires de l'armée congolaise sont accusés pour le 5e mois consécutif d'être les premiers responsables de violation des droits de l'homme dans les zones de conflit. C'est du moins ce qu'ont dénoncé les rapporteurs du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme dans le pays. Pour le 5e mois consécutif, les agents de l'État ont commis plus de violations, avec 60% que les groupes armés, 40% dans les zones en conflit, selon ce rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH. Parmi toutes les parties au conflit, les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, sont les principaux responsables des violations dans ces provinces, tandis que les combattants Maï Maï Mazembe sont les principaux responsables parmi les groupes armés, précise le rapport. Selon le BCNUDH, près de 45% de ces violations ont été documentées dans la province du Nord Kivu, qui reste la plus affectée, suivie du Sud Kivu et du Kasaï au centre. Contactées, les autorités politico-militaires congolaises n'ont pas réagi immédiatement. Les provinces du Nord et du Sud Kivu sont déchirées par des conflits armés depuis 23 ans. Des dizaines de groupes armés locaux et étrangers s'y battent pour le contrôle de zones riches en ressources naturelles. Depuis le début de l'année, l'armée a lancé de nouvelles offensives contre des groupes d'autodéfense congolais et les rebelles ougandais musulmans des forces démocratiques alliées. Les ADF sont accusés par le gouvernement congolais et la mission de l'ONU au Congo, MONUSCO, d'être auteurs des massacres de plusieurs centaines de civils depuis octobre 2014. Une version remise en cause en 2015 par le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York, selon lequel les responsabilités sont partagées entre les ADF, mais aussi d'autres éléments armés, parmi lesquels des soldats de l'armée régulière. Le parti au pouvoir à Madagascar et l'opposition qui exigent dans la rue le départ du président Eri ont entamé des discussions objectives, tenté de trouver une issue à la crise politique qui secoue le pays depuis samedi déjà et qui a fait 2 morts dans le rang des manifestants. Ce jeudi et pour la 6e journée consécutive, des centaines de partisans de l'opposition ont manifesté dans la capitale, Antananarivo. Partis une nouvelle fois de la place du 13 mai, lieu historique de la contestation sur la Grande Île, ils ont convergé dans le calme vers le tribunal d'Anozi sous protection de gendarmes armés. Ils y ont déposé plainte contre le chef de l'État et le gouvernement, accusés d'être les responsables de la tuerie de samedi. Les élections présidentielles et législatives sont prévues à la fin de l'année, mais les manifestants sont pressés d'en finir avec celui qu'ils accusent, notamment de museler l'opposition et de piller les richesses du pays. Après plusieurs jours de fronde populaire, des négociations ont finalement débuté mercredi soir entre le parti au pouvoir HMV et l'opposition, sous l'égide de l'Union africaine. La communauté internationale, par le biais de l'Union africaine, a invité les protagonistes à se mettre autour de la table, a expliqué Augustin Adriamananoro, bras droit d'Andry Rajolina, l'un des chefs de l'opposition. L'Union africaine cherche une voie consensuelle pour une sortie de crise, a-t-il ajouté, sans dévoiler la teneur des discussions. Ces négociations sont juste des stratégies pour détourner l'attention du peuple et je ne vois pas l'intérêt de faire appel à des étrangers. Les Malgaches peuvent très bien parler entre eux, a estimé un manifestant. Ces pourparlers auxquels participent des députés de l'opposition et le président du HMV, Rivo Rakotovao, reprennent ce jeudi. Mais la rue ne l'entend pas ainsi. Plus question de négocier, ont scandé les manifestants. Cette nouvelle crise à Madagascar, grande île de l'océan Indien à l'histoire politique mouvementée, a éclaté au grand jour samedi avec la manifestation interdite par les autorités qui a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre. À l'origine du mécontentement, les nouvelles lois électorales que l'opposition juge favorables au gouvernement. Depuis, les manifestations se poursuivent tous les jours et dans le calme dans la capitale avec un nouveau mot d'ordre, la chute du président en poste depuis 2014.
Les 26 membres d'un nouveau gouvernement inclusif en Guinée-Bissau sont entrés en fonction ce jeudi. Ils ont pour principale tâche de préparer les législatives du 18 novembre après plus de 2 années de crise politique. Les détails. Nommé mercredi par le nouveau Premier ministre de consensus Aristide Gomes, les 18 ministres et 8 secrétaires d'État, dont 4 femmes, ont prêté serment ce jeudi. Le nouveau gouvernement est notamment composé de 10 membres du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, la formation du Premier ministre et de 8 personnalités issues du Parti de la Rénovation sociale, PRS, deuxième formation parlementaire qui, jusqu'il y a 2 semaines, ne parvenait pas à s'entendre sur la formation d'un gouvernement. Outre son poste de Premier ministre, Aristide Gomes garde la main sur l'économie et les finances, tandis que les affaires étrangères sont confiées à l'ancien directeur du Centre national de la recherche scientifique, João Ribeiro. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest a traversé des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son Premier ministre issu du PAIGC, Domingos Simoes Pereira, auquel Vaz appartient également. Un nouvel accord de sortie de crise a été conclu au sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 14 avril à Lomé. Il a ouvert la voie à la nomination de Gomes 2 jours plus tard, puis à la reprise des travaux du Parlement et à la fixation des législatives au 18 novembre 2018. Le nouveau chef du gouvernement a assuré que son cabinet suivrait scrupuleusement les dispositions de l'accord de Conakry de 2016 qui prévoyait un processus de sortie de crise et des législatives, mais qui est longtemps resté lettre morte. Avec un Premier ministre de consensus et un gouvernement d'inclusion, nous venons de démontrer que nous sommes capables de dépasser nos divergences et nos ambitions personnelles, s'est félicité jeudi le président Vaz pendant la cérémonie de prestation de serment. Un groupe de 15 députés frondeurs du PAIGC qui s'était rangé derrière le chef de l'État obtient 2 ministères et un secrétariat d'État. 3 petites formations complètent l'équipe avec chacune un portefeuille. Au Nigeria, le Parlement a convoqué le président Muhammadu Buhari afin qu'il s'explique sur les mesures prises pour enrayer la violence grandissante dans les États du centre du pays. Cette convocation intervient après que 11 musulmans ont été tués par une foule en colère à Makurdi, dans la capitale de l'État de Benue, dans le centre du pays, et ce, en représailles à l'attaque d'une église qui a fait 18 morts. 2 prêtres catholiques et au moins 16 fidèles ont été tués dans l'attaque d'une église attribuée à des éleveurs dans le centre du Nigeria. En représailles à cette attaque, 11 musulmans Haoussa ont été tués par une foule en colère à Makurdi, dans la capitale de l'État de Benue, dans le centre du pays. Les attaques ont eu lieu dans différents quartiers de la ville et le bilan pourrait encore augmenter, car certaines victimes dont les corps ont été calcinés n'ont pas encore été retrouvées. La foule a également rasé les 2 mosquées du marché de Makurdi. Suite à ces événements, le Parlement nigérian a convoqué le président Muhammadu Buhari afin qu'il s'explique sur les mesures prises pour enrayer la violence grandissante dans les États du centre du pays. Selon le président de la Chambre, les membres de la Chambre basse du Parlement, la Chambre des représentants, a également voté ce mercredi en faveur du remplacement des chefs de service et conseillers en sécurité de l'armée. Par ailleurs, selon une organisation américaine spécialisée dans les conflits armés intitulée Armed Conflict Location and Event Data Project, la plupart des violences du centre du pays se sont produites dans l'État de Benue, où quelques 385 000 personnes ont été tuées depuis janvier. Au Soudan, des archéologues rouvrent les chambres funéraires d'une des pyramides de Méroé. Objectif, examiner les ossements et autres artefacts entreposés à l'intérieur il y a près de 2 siècles par un archéologue américain. Des archéologues ont retiré des ossements de la pyramide de Méroé pour des tests. C'est dans cette pyramide que le roi nubien Kalmani, qui régna de 207 à 186 avant Jésus-Christ, aurait été enterré. La pyramide numéro 9 est spécifique au roi Kalamani, qui a régné sur le royaume entre l'an 207 et 186 avant Jésus-Christ. Il y a 3 chambres funéraires sous la pyramide numéro 9 et le corridor est fait de graisse. Nous allons faire des tests ADN sur les ossements humains découverts dans les chambres pour comprendre leur relation entre eux, car une première étude montre qu'il n'y a plus qu'un seul corps enterré dans la tombe
et qu'il appartienne à plusieurs personnes. L'archéologue américain George Reisner avait déjà ouvert cette pyramide en 1923. L'archéologue américain George Reisner mentionne dans ses mémoires les artefacts qu'il a découverts dans les chambres funéraires. Il a emporté une grande partie avec lui à Boston, aux États-Unis. La partie qu'il n'a pas prise avec lui, il a entreposée dans les chambres funéraires sous la pyramide numéro 9. Avec ces recherches, les archéologues espèrent découvrir les restes du roi Kalmani lui-même. Il faut dire que les premières fouilles au Soudan ont été menées il y a une centaine d'années, bien plus tard qu'en Égypte ou en Grèce. Au Bénin, il a été procédé ce mercredi à la présentation et au lancement du livre Le Kamès, la nébuleuse qui entrave l'essor du Bénin et de l'Afrique. L'ouvrage a été co-rédigé par les professeurs Moïse Laleye et Mohamed Chérif Raïbi. Dans leur ouvrage intitulé Le Kamès, la nébuleuse qui entrave l'essor du Bénin et de l'Afrique, les professeurs Moïse Laleye et Mohamed Chérif Raïmi exposent en 150 pages les nombreux dysfonctionnements, les intrigues, les faux et usages de faux, les aberrations qui émaillent la vie de l'institution universitaire panafricaine et qui font d'elle un véritable couvent où se produisent des miracles. À quoi sert le Kamès dans notre système éducatif? C'est un frein. Est-ce que le Bénin peut aujourd'hui dire qu'il est membre du Kamès, selon les thèses du Kamès aujourd'hui? Impossible. Je mets quiconque au défi. À partir de ce moment, tout ce qui est fait tombe. Et c'est pourquoi vous allez voir, notre ouvrage est terminé par la phrase que personne ne dise demain, je ne savais pas. Aujourd'hui, nous pourrons être des incompris. Mais l'histoire retiendra demain qu'au moins on vous l'a dit. On fait même du faux, faux usage de faux. Les établissements privés, savez-vous que c'est 5 millions qui payent pour une reconnaissance de diplôme? Des collègues qui ont fini 7 ans de retraite, 8 ans de retraite, sont promus par le Kamès. Ils deviennent agrégés. Quelle est aujourd'hui la plus-value du Kamès pour notre pays et pour l'Afrique? Où nous avons le système LMD, c'est un gouffre financier pour notre pays. C'est une arriération. Et je vous le dis, c'est le Bénin qui a le plus manipulé le Kamès. Je voudrais rassurer tout de suite que ce livre n'a pas été élaboré ni rédigé dans le sens de régler nos comptes avec le Kamès. Mais c'est pour la prospérité. C'est pour que ça s'arrête. Le Kamès, entendez, Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, est au Conseil inter-État qui réunit 17 pays d'Afrique francophone. Il a entre autres pour rôle de coordonner les systèmes d'enseignement supérieur et de la recherche afin d'harmoniser les programmes et les niveaux de recrutement dans les différents établissements d'enseignement supérieur. Ce sera donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end à chacun et à tous en notre compagnie. Au revoir.